Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cet événement à Téchel, avec plusieurs participants et notamment Olivier Garçon qui va nous rejoindre dans quelques instants. Alors nous avons choisi pour cet événement à Téchel, qui est le premier de l'année, de vous parler du thème de l'article 22 du règlement de 2004 et plus particulièrement de la nouvelle approche qui a été annoncée par la vice-présidente exécutive de la Commission européenne, Margrethe Vestager, il y a quelques mois. Alors, pourquoi est-ce que cette nouvelle approche de l'article 22 est un événement particulièrement important pour le contrôle des concentrations en Europe? Tout d'abord parce que cette nouvelle approche va conduire les entreprises à devoir anticiper une nouvelle possibilité de contrôle des concentrations pour des opérations qui n'étaient pas soumises à une notification obligatoire. Donc ça, c'est un événement particulièrement important dans l'anticipation des concentrations. Mais aussi, et c'est tout l'enjeu, car nous pensons que cette nouvelle approche va permettre la mise en place d'un contrôle des concentrations plus efficace à l'échelle européenne. Alors, tout d'abord, ce qu'il faut rappeler, c'est que dans la réflexion actuelle sur l'adaptation de la politique de concurrence, on voit bien que le contrôle des concentrations joue un rôle particulièrement important dans le domaine de l'économie numérique, mais pas uniquement. Et les réflexions qui ont conduit à cette nouvelle approche de l'article 22 ont essayé de voir comment rendre l'outil du contrôle des concentrations plus aiguisé, plus efficace pour certaines opérations qui pouvaient échapper au contrôle des concentrations. La réflexion sur ce thème a notamment commencé il y a maintenant près de 5 ans, et à partir de l'opération Facebook-WhatsApp qui a lancé le débat, puisque nous avons constaté que certaines opérations très importantes par leur effet sur la dynamique concurrentielle à l'échelle européenne, voire mondiale, pouvaient passer sous le radar du contrôle des concentrations. Donc depuis 5 ans maintenant, une réflexion a été menée au niveau national en France, au niveau de la Commission européenne également, pour savoir comment adapter le mieux possible le contrôle des concentrations. Différentes pistes étaient sur la table, par exemple introduire un seuil en valeur des transactions, comme cela a été fait ensuite en Autriche ou en Allemagne. Cette piste a été écartée au niveau européen ou au niveau national. Des pistes de législation nationale ont été envisagées, notamment en France, nous avions fait des propositions en ce sens. Et finalement, l'outil qui a rallié les suffrages a été de s'appuyer sur un texte qui existe déjà, l'article 22 du règlement de 2004, en lui redonnant tout son potentiel et sa pleine application. Et donc, cela a conduit la Commission à revenir sur l'approche qu'elle avait jusque-là, qui était de considérer qu'il n'était pas possible de faire des renvois d'opérations sous les seuils lorsque les opérations en cause n'étaient pas soumises à une notification obligatoire dans l'État membre considéré. Donc, l'événement d'aujourd'hui va essayer tout d'abord de revenir sur les raisons pour lesquelles cette nouvelle approche va être mise en place par la Commission européenne et les États membres. Et nous verrons aussi quelles sont les conséquences concrètes que les entreprises et leurs conseils doivent en tirer. C'est pour ça que nous sommes ravis d'avoir la présence avec nous ce matin d'Anne Waxman, qui pourra présenter plus particulièrement le point de vue des avocats qui doivent accompagner les entreprises dans leurs projets de concentration, et Angélique Debrousse, qui nous parlera plus particulièrement du point de vue des entreprises, comment anticiper cette nouvelle possibilité d'un renvoi d'une opération à la Commission européenne par un État membre, à la fois comme un risque, mais peut-être aussi comme une opportunité, par exemple, pour des entreprises qui pourraient signaler que telle ou telle opération dans leur environnement pourrait justifier d'un regard plus attentif de la Commission européenne. Donc je passe sans plus attendre la parole à Étienne Chantrel qui va introduire un petit peu le sujet avant que nous passions ensuite la parole au point de vue des praticiennes Anne Waxman et Angélique Debrousse. Merci à tous. Oui, merci Madame la Présidente. Donc je ferai une brève introduction. Ensuite, nous aurons des interventions assez dynamiques de nos trois intervenants. Alors, de quoi parle-t-on? L'article 22 du règlement 139-2004
permet à une autorité nationale de renvoyer à la Commission une opération de concentration qui n'est pas de dimension européenne, mais qui a risque, d'une part, d'affecter le commerce entre États membres et d'autre part, d'affecter de manière significative la concurrence sur le territoire de l'État membre qui formule la demande. Il y a deux points importants à souligner concernant cet article et la manière dont il était perçu jusqu'ici. Le premier, c'est que dans le texte, il n'y a aucune autre condition que celle que je viens d'énoncer. En particulier, le texte ne demande absolument pas que les États membres soient eux-mêmes compétents pour contrôler l'opération en cause. Deuxième point, on vient de le signaler, la Commission européenne avait ces dernières années annoncé que dans le cadre de son pouvoir souverain d'accepter ou pas ces demandes de renvoi, elle refuserait les demandes quand il n'y avait pas d'État membre compétent pour, au niveau national, être saisi de l'opération dont le renvoi était demandé. C'est dans ce cadre qu'il y a eu une nouvelle approche annoncée par Madame Vestager en septembre 2020. Alors, on vient de dire un mot du contexte dans lequel cette nouvelle politique se prend place. Il y a depuis quelques années des préoccupations sur le risque que certaines opérations ayant une incidence négative sur la concurrence puissent échapper au contrôle des autorités de concurrence. Et l'enjeu du débat était de savoir d'abord, est-ce que c'est grave? Ensuite, est-ce que c'est par le contrôle des concentrations qu'on a le meilleur outil pour attraper ces opérations? Et enfin, si oui, si on répond oui à ces deux questions, qu'est-ce qu'on doit changer au contrôle des concentrations? Il y a eu un débat en Europe depuis environ 5 ans à tous les niveaux. Ce débat a eu lieu aussi bien au niveau des autorités nationales que de la Commission européenne. Plusieurs solutions étaient sur la table. On vient de le mentionner. En France, on a fait 2 consultations publiques à l'autorité de la concurrence qui ont porté au moins en partie sur ce thème-là, l'une en 2017, l'autre en 2018. Et il était clair en tout cas pour l'autorité de la concurrence française que parmi les différentes options sur la table, l'option d'une approche renouvelée de l'article 22 était une option qui, de notre point de vue, avait tout son intérêt. On avait déjà présenté cette option-là dans le cadre des différentes options sur la table lors de notre consultation publique de 2017. Si l'on reprend simplement quelques points de l'an dernier, dans une décision contentieuse de janvier 2020, la décision 20D01 TDF ITAS, l'autorité de la concurrence avait souligné que, de son point de vue, l'article 22 permettait tout à fait de renvoyer à la Commission une opération dont l'autorité de la concurrence ne serait pas saisie au titre de son contrôle et de ses seuils de chiffre d'affaires. On avait également mentionné ce point dans une contribution que l'autorité avait faite au débat sur les enjeux du numérique, contribution qui datait du 19 février 2020. Et enfin, dans nos lignes directrices concentration, dont la dernière version date du 23 juillet 2020, nous avons, lorsque nous présentons les différentes modalités de renvoi entre autorités nationales et Commission européenne, au moment de présenter l'article 22, le texte de la ligne directrice précise bien que du point de vue de l'autorité, et c'était déjà le cas à l'époque, il est tout à fait envisageable pour nous de renvoyer à la Commission une opération dont nous ne serions pas saisis. Donc, au final, de notre point de vue, cette nouvelle pratique qui a été annoncée est une solution, c'est peut-être pas la seule solution, mais une solution qui s'insère dans ce débat, qui réglera de notre point de vue un manque qui existait dans le contrôle des concentrations au niveau européen. Il est clair néanmoins que ça peut, en pratique, nécessiter des efforts et des adaptations, tant de la part des entreprises que de la part de leurs conseils. Et c'est pour discuter de l'ensemble de ces points que nous avons organisé cet événement, au cours duquel nous avons le plaisir d'accueillir donc 3 intervenants de très haute stature. Alors je vais les citer à peu près dans l'ordre où ils interviendront. Anne Waxman, donc, qui est avocate, associée en droit de la concurrence chez Linklaters depuis le début des années 2000 et diplômée de l'Université de Strasbourg et du Collège d'Europe à Bruges. Nous aurons ensuite Angélique Debrousse, qui est Senior Legal Counsel chez Johnson & Johnson depuis 2019, après avoir été avocate chez Freshfields à Paris et Bruxelles, et qui est diplômée de Nanterre, de la Sorbonne et de l'Université Queen Mary à Londres. Et notre troisième intervenant, c'est Olivier Guersan, diplômé de l'IEP de Bordeaux, qui a fait
le début de sa carrière au ministère de l'économie et des finances français avant de rejoindre la commission en 92, où il a alterné des postes entre les cabinets de commissaires successifs et les services de la commission. Ces deux derniers postes ayant été la direction générale de la DG Stabilité financière, services financiers et Union des marchés de capitaux de 2015 à 2019 et depuis le 1er janvier 2020, la direction générale de la DG Concurrence. Alors, ce que nous allons faire maintenant, c'est d'abord avoir une première intervention d'Anne Waxman et d'Angélique Debrousse. Olivier Guersan nous rejoindra ensuite vers 11h35, 40 et je lui poserai un certain nombre de questions pour éclairer cette nouvelle pratique de la commission et ses enjeux. Nous aurons ensuite une nouvelle réaction d'Anne Waxman et d'Angélique Debrousse afin de pouvoir prendre des questions de l'assistance. Voilà, donc je vais maintenant passer la parole à Anne Waxman et Angélique Debrousse avec cette première question à traiter. À votre avis, mesdames, les modalités envisagées par la Commission vous paraissent-elles suffisantes pour assurer l'équilibre entre objectifs de régulation d'une part et sécurité juridique d'autre part? Donc Anne, je vous en prie. Merci beaucoup. Merci de cette invitation, Madame la Présidente. Monsieur le chef du service des concentrations, je vous remercie parce que c'est sûrement le sujet le plus chaud du moment en contrôle des concentrations et probablement en droit de la concurrence. Donc c'est vraiment un honneur de participer à ce webinaire. Alors, je vais faire trois observations assez rapides. Alors, je pense que nous allons assister à une révolution. Il faut utiliser la bonne terminologie. Dans la présentation que vous venez d'en faire, Étienne et Isabelle, vous avez utilisé des terminologies, je trouve assez light par rapport à ce que vous avez dit antérieurement. Étienne Chantrel, dans une interview toute récente, vous avez dit c'est une nouvelle ère qui s'ouvre. Madame la Présidente, à Fordham l'année dernière, vous avez dit que vous allez accueillir, vous accueillez cette réforme avec le plus grand enthousiasme, je vous cite. Et dans le communiqué de l'autorité à la suite de la déclaration de la commissaire, ce communiqué se félicitait de la réforme à venir et de l'annonce de la Commission européenne. Alors, ce sont des mots forts, faut pas se le cacher, pour combler donc ce qui a été appelé l'enforcement gap, hein, pour le mot technique. Mais on a vu beaucoup d'autres termes dans vos interventions. Les uns et les autres. Alors là, j'ai entendu le mot « nous allons combler un manque ». Moi, j'ai vu des choses un peu plus fortes. Les trous dans la raquette, une lacune, des failles, voire même des ratages. Donc, voilà à quoi il faut quand même s'attendre sur cette réforme. Alors, conceptuellement, la réforme, je veux dire que moi, je trouve ça absolument génial. Alors, je ne dis pas que je trouve que la réforme qui va venir est géniale en soi, mais les modalités de réforme sont géniales, pour deux raisons d'ailleurs que l'autorité a écrites hein, dans toutes ses interventions. La première raison, c'est qu'elle se fait à droit constant, donc pas besoin d'entamer de lourdes réformes du règlement concentration. Je pense qu'il faudra quand même amender ou déclarer caduque la communication de la Commission de 2005 sur les renvois, en tout cas sur l'article 22, ou la compléter de futures lignes directrices, et je pense qu'Olivier Guersan nous en dira un mot. Et aussi, évidemment, cette réforme s'inscrit pleinement dans le dialogue habituel que vous avez en tant qu'autorité nationale avec la Commission européenne. On se demande d'ailleurs pourquoi on n'y avait pas pensé avant. Depuis l'affaire Facebook-WhatsApp, il y a une ébullition sur ce sujet. L'affaire date quand même de 2014, donc ça fait. C'est vrai que l'autorité s'est saisie de ces sujets depuis 2017, mais c'est depuis 2014 en réalité que la problématique se pose. Alors, vu du côté des entreprises et de leurs conseils, je sais pas si je m'avance, mais je crois qu'on se prendrait à regretter la réforme précédente. La réforme qui consistait, vous l'avez annoncé, hein, qui consistait à ajouter des seuils en valeur de transaction et qui n'était pas une réforme absurde puisque l'Allemagne et l'Autriche, vous l'avez dit, ont changé leur propre seuil pour introduire donc si vous voulez, l'Allemagne l'a considéré comme cette possibilité suffisamment attractive et pragmatique pour changer ses seuils ils l'ont fait d'ailleurs depuis 2017, hein, ils ont 4 ans d'expérience.
donc en fixant un niveau de valeur de transaction à 400 millions d'euros avec d'autres critères. Il y a des guidelines de juillet 2018. D'ailleurs, pour information, ce changement de seuil en Allemagne a généré 31 notifications chiffres à la fin de l'année dernière, depuis 2017. Et une information intéressante, donc 31 notifications, ça fait une petite dizaine en plus par an. Et parmi ces 31 affaires, il y en a 10 qui ont été retirées. Donc ça veut dire des situations quand même assez délicates. Alors, je parlais de révolution. Est-ce que c'est une petite ou une grande révolution? Ben, ça, c'est l'avenir qui va nous le dire. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit la présidente, c'est-à-dire que il faut voir le sujet dans toute sa complexité. Une entreprise qui serait actuellement ou dans le futur rattrapée par un article 22 peut devenir la plaignante dans des circonstances identiques vis-à-vis de ses concurrents. Donc c'est aussi, évidemment, c'est une nouvelle contrainte, mais c'est aussi une nouvelle arme qui s'ouvre à toutes les entreprises, qu'il s'agisse de grands groupes ou de plus petites sociétés. D'ailleurs, quand on regarde les contributions à votre consultation justement de 2017, ce que vous mentionniez, Étienne, on voit que certaines entreprises l'avaient bien compris. J'en citerai une avec laquelle je n'ai aucun lien, Orange, qui listait d'ailleurs dans sa contribution, c'est très intéressant en 2017, toute une série d'affaires qui n'avaient pas été contrôlées. D'ailleurs, pas des affaires dans les télécoms, mais des affaires dans l'hôtellerie, dans la banque, dans la pharmacie évidemment, et dans le domaine des télécoms et du numérique. Citant notamment une affaire qui est souvent mentionnée aussi par l'autorité, c'est-à-dire l'affaire Boiron, laboratoire Ferrier. Donc les entreprises ont bien conscience de la dualité de l'article 22. Alors, je reviendrai rapidement à ma deuxième observation qui va être un peu plus technique. En préparant cette conférence, j'ai regardé la pratique décisionnelle de la Commission et des autorités nationales sur l'article 22. Alors, c'est une disposition qui a été très peu utilisée jusqu'à présent, puisqu'on dénombre une quarantaine d'affaires sous l'angle de l'article 22. Si on le compare au renvoi, par exemple, de l'article 4.5, qui sont les renvois qui sont faits à la demande des parties lorsque vous remplissez les seuils dans au moins 3 États membres, là, on est quasiment à 400 affaires depuis 1990. Hein. Donc, c'est évidemment l'article 22, c'est une disposition qui a été très peu utilisée. Mais néanmoins, 40 affaires, on peut en tirer un certain nombre d'enseignements. Alors, une chose qui est un peu inquiétante sur l'article 22, sur le plan de la technique, c'est que, alors peut-être que la Commission va nous annoncer que désormais l'application va être différente, mais c'est le caractère partiel du renvoi. C'est-à-dire que si j'ai bien lu l'article 22 en lien avec la communication de 2005, la Commission ne sera saisie que sur les territoires, enfin le territoire et la juridiction des États membres qui ont soit demandé le renvoi, soit participent au renvoi. Or, ce renvoi partiel, hein, c'est pas le cas des renvois de l'article 4.5, puisque là la Commission a une pleine juridiction sur l'ensemble de l'Union européenne, peut être générateur de grande complexité, ça a déjà été le cas. Alors là, je reviens juste un instant sur cette question qui était traitée dans une footnote de la communication de 2005, hein, où il était dit la Commission agit dans le cadre de l'article 22, finalement, à la demande et pour le compte des États membres requérants. Et donc, la Commission est tenue d'examiner les effets de la concentration à l'intérieur du territoire des États membres. Elle n'examinera pas ces effets sur le territoire des autres États membres, donc ceux qui ne se sont pas joints. Alors, une affaire dans laquelle je ne vais pas pouvoir rentrer dans tous les détails, mais une affaire qui a été mentionnée d'ailleurs dans un certain nombre d'écrits de la Commission dans le livre blanc de 2014, est assez symptomatique de ce genre de difficulté. C'est l'affaire Procter & Gamble, Sara Lee Erker, qui a posé, par rapport à l'article 22, toute une série de problématiques, concernant le guichet unique et la compétence conjointe à la fois des États membres et de la Commission européenne. Je ne reviendrai pas dans le détail de cette affaire, d'autant plus que je vois qu'Olivier Garçon est en train de se connecter. Par contre, je finirai peut-être rapidement sur ma troisième observation par rapport à la pratique décisionnelle, donc les 40 affaires de l'article 22. Alors, quand on regarde cette pratique décisionnelle, même encore une fois, si elle est très limitée, on s'aperçoit que la France a été extrêmement active.
Donc ça veut dire probablement, comme d'autant plus vous avez milité pour cette réforme de l'article 22, on peut s'attendre à ce qu'en France, je dirais, vous soyez actifs sur ce chantier. Et je dirais d'autant plus que quand on regarde les statistiques, et Étienne l'avait noté dans une récente interview, le niveau de notification pour 2020 a baissé. Je crois il est tombé, si je puis dire, au niveau d'il y a 5 ans. Et donc beaucoup plus bas, donc une chute très importante des notifications, une chute importante en France, entre 2019 et 2020, puisqu'on est retombé au niveau de 2015. Donc ça laisse présager peut-être d'un peu plus de temps pour activer l'article 22. Je vous rassure, Anne, nous ne sommes pas du tout en chômage technique et nous avons largement ce que je voulais dire. Là, je ne me permettrai pas. Alors, rapidement, avant de laisser la parole à Angélique, quand on regarde les 40 affaires d'article 22, honnêtement, je pèse mes mots, il s'agit d'une procédure qui est quand même assez fatale. J'ai identifié plus de 2/3 des affaires, c'est-à-dire 24 sur 40, soit c'est une phase 1 avec engagement, soit des phases 2 avec ou sans engagement, soit des interdictions, soit des retraits. Et là, je ne parle pas d'affaires des années 90, type Blocker, Toys R Us ou Kesko Tuco, etc. C'est vraiment la préhistoire. Mais je voudrais mentionner 2 affaires récentes qui sont des renvois article 22 et pas des moindres. Une affaire où la France et l'Allemagne ont demandé le renvoi, c'est l'affaire des chantiers de l'Atlantique, Fincantieri. Donc c'est une affaire article 22. Et comme on le sait, elle a été abandonnée en début d'année. Elle a été abandonnée par les parties. Une autre affaire, donc là on est vraiment sur des articles 22 tout récents. Une autre affaire qui a également fait l'objet d'un abandon par les parties, c'est l'affaire Johnson Johnson Tacosil, qui n'a pas prospéré, qui était aussi un renvoi de l'article 22 de la part de très nombreux États membres. Et comme je viens de mentionner Johnson Johnson, ma transition vers Angélique est donc toute trouvée. Je vous passe la parole. Merci. Merci beaucoup, Anne, et merci beaucoup à Madame la Présidente et à l'autorité pour cette invitation à discuter d'un sujet qui soulève beaucoup de questions, effectivement, pour les entreprises. Donc, je suis ravie de pouvoir participer et je suis ravie de pouvoir porter une veste pour la première fois depuis très longtemps. Et je parle ici aussi en ma propre capacité, donc je voudrais juste clarifier ça dès le début. Et dans cette intervention, je vais essayer d'être relativement brève pour laisser la parole à Olivier qui nous a rejoints. J'aurais voulu aborder brièvement, premièrement, l'objectif de cette réforme avant d'aborder les questions pratiques qu'elle soulève, en particulier évidemment pour les entreprises et leurs conseils. Donc je comprends que cette nouvelle interprétation permet de couvrir des cas qui, auparavant, passaient entre les mailles du filet. Je crois qu'Anne a donné pas mal d'exemples de mots qu'on peut employer pour couvrir ces cas. On parle essentiellement de killer acquisition, juste pour recadrer un tout petit peu le débat, parce que c'est essentiellement ce que je vais dire. On parle ici d'acquisition de technologies innovantes, beaucoup, en tout cas c'est le but dans le domaine du numérique. L'origine de cette réforme, comme Madame la Présidente l'a dit, c'était l'affaire WhatsApp. Et puis d'un autre côté, des affaires pharma, où vous avez éventuellement des acquisitions de pipeline qui passeraient sous les seuils. Donc on comprend l'objectif et je dois dire, on comprend aussi le rôle des autorités ici de faire évoluer leur outil, leur boîte à outils, comme on dit, pour pouvoir capturer ces nouveaux développements, ces nouvelles technologies et ces nouvelles dynamiques de marché. Et on voit que l'Allemagne et l'Autriche ont déjà adopté évidemment de nouvelles règles dans ce but. Cela étant, je reste quand même relativement perplexe sur le choix de l'article 22 pour procéder à cette réforme. Et je pense que vous m'attendiez un petit peu sur ce tournant, parce que même si l'article même de l'article 22 semble effectivement prévoir cette possibilité de renvoi en dessous des seuils nationaux, et que cette nouvelle interprétation facilite une mise en œuvre particulièrement rapide, puisqu'il n'y a pas de changement au droit existant.
elle me paraît quand même, et je pense que je suis pas la seule ici, relativement contraire à l'esprit même de l'article 22, parce qu'on avait quand même un système relativement clair, très stable, avec un contrôle des concentrations basé sur des critères clairs, prédéterminés, faciles à appliquer par les entreprises, qui sont évidemment les seuils en chiffre d'affaires. Et vous aviez effectivement des exceptions qui étaient ces mécanismes de renvoi, notamment l'article 22, mais pas que. Mais si vous lisez les textes, que ce soit le règlement lui-même ou la communication sur les renvois, c'est très clair que ces renvois doivent rester des exceptions. C'est exactement le wording. Et une des raisons pour ces exceptions, c'est évidemment de ne pas remettre en cause la sécurité juridique et l'appréciation que les entreprises peuvent faire de leurs transactions. Or, ici, j'ai vraiment le sentiment qu'on réintroduit un peu par la petite porte un système de contrôle qui est soumis à des critères qui manquent de prévisibilité, et je vais y revenir tout de suite, et en fait qui est relativement difficile, qui peut potentiellement être difficile à anticiper et à analyser pour les entreprises. Donc ça soulève beaucoup de questions pratiques, et ça peut avoir des conséquences très lourdes pour les entreprises, pour la prévisibilité des règles dans l'appréciation de leurs transactions. Et cette réforme a le potentiel d'étendre très significativement également les pouvoirs de la Commission européenne, la juridiction de la Commission européenne sur des opérations qui, à l'origine, n'avaient pas pour objectif d'être vues dans le cadre du contrôle des concentrations, et, comme on l'a dit, sans recours à un processus législatif, ni même, dans ce cas, en tout cas, une consultation publique. Donc, vous l'aurez compris, le souci ici, c'est essentiellement la sécurité juridique qui résulte finalement de ces deux critères que Étienne a très bien résumés. Le premier, c'est l'affectation du commerce entre États membres, et le second, c'est la menace d'affectation significative de la concurrence dans un ou plusieurs États membres. Donc, pour revenir très rapidement sur le premier critère, je ne vais pas m'étendre sur celui-ci, mais si on parle effectivement de pouvoir capter ici des opérations qui sont des killer acquisitions, où on parle d'acquérir des technologies novatrices, naissantes, ou des pipelines qui finalement ne sont pas encore sur le marché, c'est un peu difficile de pouvoir anticiper quelle sera l'affectation du commerce entre États membres, à moins évidemment de considérer que d'office, puisqu'on parle du numérique, puisqu'on parle du pharma, il y aura d'office une sorte de présomption d'affectation du commerce entre États membres quand il s'agit de ces secteurs. Bien sûr, la question peut se poser très différemment quand on parle d'autres secteurs, puisque cette réforme n'est pas spécifique à ces deux secteurs d'activité. Maintenant, pour revenir sur le deuxième critère d'application de l'article 22, qui est la menace d'affectation significative de la concurrence dans un ou plusieurs États membres, ce critère, en fait, soulève pas mal d'insécurité, aussi bien sur le fond que quant à ses modalités pratiques. Donc, sur le fond, il requiert finalement une appréciation, une analyse assez poussée de la part des entreprises en vue d'estimer quels seront les effets probables de leurs opérations. Donc, encore une fois, on parle de technologies naissantes, de pipeline. Ça requiert une analyse longue, poussée, complexe, comme on le voit d'ailleurs dans la pratique décisionnelle des autorités, de la Commission, mais aussi au niveau national. Donc, s'attendre à ce que les entreprises soient capables d'effectuer à titre purement préliminaire cette analyse très poussée de façon à acquérir un minimum de sécurité juridique quant à la juridiction de la Commission et à l'avenir de leurs transactions, je crois que c'est quand même en demander énormément aux entreprises. Mais comme je disais, en fait, ce deuxième critère soulève également pas mal d'incertitudes procédurales, et c'est là que je serais très curieuse de savoir ce qu'il y aura dans les futurs guidelines de la Commission européenne, et de savoir ce que Olivier peut nous dévoiler dans son intervention, mais je vais en citer quelques-unes. La première, c'est quelles sont les informations nécessaires qui permettront à une autorité de, et là je cite, porter une appréciation, c'est le texte en français, porter une appréciation préliminaire sur les respects des critères de l'article 22. Donc, en gros, comment est-ce qu'une autorité se fait un avis préliminaire sur le fait qu'une opération peut menacer d'affecter significativement la concurrence.
Est-ce que un communiqué de presse, un press release sur une transaction est suffisant? Ça me paraît quand même léger. Donc qu'est-ce qu'il va leur falloir pour être en mesure de se faire une position? Ensuite, le deuxième point, et j'ai 4 points à aborder, ce sont les délais. On sait que les délais commencent à courir à partir du moment où l'État ou les États membres sont en mesure justement d'avoir cette information nécessaire pour se faire une idée. Donc, qu'est-ce que cela couvre? Qu'est-ce qui se passe en particulier si vous avez certains États membres qui sont mis au courant ou deviennent informés d'une transaction, décident de ne rien faire, et puis des semaines, des mois plus tard, vous avez une autre autorité au sein de l'Union européenne qui elle-même devient au courant de cette affaire et décide de faire quelque chose, parfois des semaines, des mois, voire potentiellement des années après que l'opération ait été mise en œuvre. Enfin, je trouve qu'on se retrouve aussi en face, en tant que société, à des seuils très bas. En fait, c'est une analyse strictement préliminaire que les États membres doivent faire pour savoir s'ils peuvent renvoyer une affaire. Donc, ça ne préjuge pas du tout, évidemment, de l'issue de l'affaire une fois que le renvoi a lieu. Mais ces seuils sont particulièrement bas et c'est assez peu clair pour les entreprises. On sait que les États membres doivent s'appuyer quand même sur des éléments de preuve. Quels seront ces éléments de preuve? C'est assez difficile à anticiper pour une entreprise. Et puis là, je voudrais soulever un point en particulier. Est-ce que la plainte d'un concurrent, qui peut ne parfaitement pas être justifiée sur le fond, mais qui peut avoir pour objectif de rendre les choses plus difficiles pour son concurrent, est-ce que ça, c'est suffisant finalement pour constituer un risque au regard d'une autorité de la concurrence et justifier un renvoi? Donc voilà, le dernier point peut-être que je voulais soulever ici avant de conclure, c'est qu'on peut avoir aussi des divergences importantes entre les appréciations de différents États membres. Et là, on peut se retrouver, comme Anne l'avait dit, dans des situations avec renvoi partiel, étude ou pas par la Commission. Donc, on se retrouve finalement avec, encore une fois, des situations un peu complexes. Donc, en tant qu'entreprise, qu'est-ce qu'on va devoir faire? Et là, je parle vraiment très concrètement. On va se retrouver à analyser une transaction et puis on va avoir un choix qui sera plutôt un dilemme finalement entre une décision d'approcher volontairement les autorités avec un système de pré-notification finalement, parce qu'on sera vraiment à un stade très tôt pour savoir si les autorités ont un intérêt, sont susceptibles de renvoyer l'opération à la Commission européenne. Sachant que là, évidemment, vous vous mettez dans une situation un peu délicate aussi, parce qu'une fois que vous avez informé les autorités, elles ont plus de chances, évidemment, de s'intéresser à votre affaire ou de considérer que si vous l'approchez, c'est que justement, il y a peut-être quelque chose à regarder en particulier dans cette affaire. Et ce dilemme, donc l'alternative pour les entreprises, c'est évidemment de ne rien faire et de vivre avec une épée de Damoclès sur leur tête en attendant qu'une autorité se déclare, sachant que la plupart du temps, quand on parle de ces acquisitions de technologies naissantes ou de pipelines, ce sont des opérations qui sont confidentielles, qui ne sont pas forcément dans le domaine public. Donc, il y a cette espèce de dilemme pour les sociétés qui va être assez difficile à gérer au quotidien. Donc, le dernier point, et ce sera ma conclusion ici, c'est qu'on se retrouve finalement avec un risque de rendre ces transactions finalement beaucoup plus complexes, beaucoup plus longues, beaucoup plus difficiles et incertaines pour les entreprises au détriment de l'innovation. Parce que c'est un point que beaucoup d'entreprises ont fait. De quoi on parle? On parle en fait de technologies qui sont développées par des startups, par des petites boîtes tech ou biopharma qui en fait n'ont pas les moyens de développer ces technologies. Donc, elles ont comme business model, on le sait, l'intérêt de développer ces technologies en vue de soit s'associer avec un partenaire plus gros, soit se faire racheter tout simplement par des entreprises plus importantes qui seront à même de mener à bien ce développement et commercialiser ces technologies ou ces produits ou ces services. Donc ici, je crains qu'avec cette réforme, on se retrouve finalement avec un système complexe qui va créer beaucoup d'insécurité juridique pour les entreprises et qui finalement risque de réduire l'appétit des entreprises pour ce type d'opération, ce
qui aurait pour effet finalement d'aller complètement à l'encontre de l'objectif prévu par cette réforme, qui est de préserver l'innovation. Donc, et c'est particulièrement vrai de ce côté de l'Atlantique, je dirais, et en particulier en période de crise telle qu'on la connaît aujourd'hui, et au vu même de l'agenda de la Commission européenne, avec son agenda et digital et environnemental, qui, c'est bien connu, requiert que les entreprises contribuent avec des développements et des projets innovants en vue d'atteindre ces objectifs. Donc je m'arrêterai là et j'aurai quelques points pratiques également en réponse à la deuxième question. Merci. Alors merci Anne et merci Angélique. On voit que les questions sont nombreuses, les questions sont pratiques. Alors je ne sais pas si Monsieur Garçon pourra répondre à tout, notamment parce que c'est un outil nouveau et que donc forcément il y a une partie des choses qui vont être de plus en plus apparentes avec le temps et avec son application. Néanmoins, on va essayer d'apporter un certain nombre d'éclairages maintenant. Donc, Monsieur Garçon, merci d'avoir accepté notre invitation. La première question, c'est pourquoi la Commission a-t-elle changé son approche des renvois article 22? Bonjour, vous m'entendez? Oui. Très bien. Bon. Bonjour, merci à Isabelle pour son invitation et merci à l'autorité pour avoir organisé ce workshop avec un sens du timing formidable, puisque dans quelques jours, nous espérons pouvoir rendre public formellement j'appellerais pas ça nouvelle interprétation d'ailleurs, parce que peut-être sous forme de propos liminaires, outre le fait que Madame Vestager, le 11 septembre de l'année dernière, à l'occasion de la conférence annuelle de l'Association internationale des barreaux, avait annoncé ce changement d'approche. C'est pas vraiment un changement d'interprétation, parce que si vous avez la curiosité les uns et les autres de vous reporter à la revue qu'avait fait en 2016 la Commission en vue de déterminer s'il convenait de modifier le règlement concentration ou non, vous trouverez une intéressante considération qui est que la Commission dit le règlement concentration permet les renvois pour des opérations de concentration pour lesquelles les États membres n'ont pas de compétences, en vertu de l'article 22, mais la Commission européenne leur conseille fortement de ne pas le faire, et donc les décourage de le faire, et envisage éventuellement de clarifier les choses juridiquement dans une éventuelle révision, en rendant clair que ce n'est pas possible. Donc l'état du droit a toujours été que c'est possible. Simplement, il y avait une recommandation forte aux États membres de ne pas user de cette possibilité, ce qu'ils ont d'ailleurs suivi. Et d'une certaine façon, je dirais que ce changement d'approche aujourd'hui vient clarifier et apporter de la sécurité juridique plutôt que d'en enlever, puisque jusqu'à présent, les entreprises étaient à la merci de n'importe lequel des États membres qui auraient choisi de s'affranchir des recommandations amicales de la Commission et en réalité d'utiliser l'article 22 pour des opérations auxquelles ils n'avaient pas compétence de manière soudaine, alors que là, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a été annoncé relativement longtemps à l'avance. Alors, pourquoi? Pour revenir à votre question, cher Étienne. Les résultats de l'évaluation que nous avons effectuée, comme vous le savez, tout au long de l'année dernière, sur un certain nombre d'éléments importants du contrôle des concentrations, résultats qui vont être publiés prochainement, nous ont éclairé sur ce point, et la base, c'est que nous pensons que le règlement concentration, pour la raison que je viens d'expliquer, en tant que tel, n'a pas besoin d'être modifié. Nous pouvons faire un certain nombre de choses pour que les règles de renvoi fonctionnent encore mieux et qu'un certain nombre d'opérations dont il serait bon qu'elles fussent contrôlées au niveau communautaire le soient, sans qu'il fût besoin d'abaisser les seuils à des niveaux qui généreraient des tas d'autres inconvénients pour les entreprises, et notamment un tsunami de notifications dont 99 et quelques pourcents seraient parfaitement inutiles, et donc beaucoup de travail pour les entreprises et beaucoup de travail inutile aussi pour les autorités de concurrence. Et donc c'est ça la question, une des questions principales que nous avons examinées durant cette évaluation. Est-ce que nos seuils, fondés sur les chiffres d'affaires des entreprises, tels qu'amendés en 2004, si je me souviens bien,
sont encore un moyen effectif pour la Commission d'examiner les concentrations pouvant avoir un impact sur la concurrence. Parce que, de plus en plus, alors peut-être dans le pharma, mais essentiellement dans le digital, le chiffre d'affaires d'une entreprise ne reflète pas nécessairement son importance sur le marché. Ce qu'on a constaté dans cette revue, c'est que dans l'ensemble, les seuils, tels qu'ils existent aujourd'hui, compléter des mécanismes de renvoi, fonctionnent bien. Mais qu'il y a un certain nombre de transactions transfrontalières qui pourraient, ou qui, de fait, quand on les regarde maintenant ex post, alors qu'elles n'ont pas été renvoyées à la Commission, ont eu un impact sur la concurrence dans le marché intérieur, ont échappé à tout examen, tant de la Commission que des États membres. Pourquoi? Parce que les chiffres d'affaires des entreprises en question n'atteignaient ni nos seuils, ni ceux des États membres. Alors même que l'opération affectait négativement la concurrence dans le marché. Et on voit bien que, et c'est d'ailleurs ce que nous dit les résultats de notre évaluation, il y a beaucoup d'inconvénients à introduire des seuils complémentaires plus bas ou sur base de la valeur des transactions. Ça introduirait énormément de complexité. Angélique a parlé de complexité, là pour le coup on y serait. Au risque d'avoir examiné de nombreuses affaires non pertinentes, quel que soit le seuil choisi. Et ça aussi, ça constituerait un fardeau pour les entreprises, comme pour les services de la Commission en charge du contrôle des concentrations. Par ailleurs, certaines transactions avec des valeurs importantes n'ont aucune pertinence du point de vue concurrentiel. Et à l'inverse, il existe des opérations d'une valeur transactionnelle très faible qui peuvent affecter la concurrence de manière significative. Les GAFAM en particulier, puisque j'ai parlé de digital, ne semblent pas acquérir beaucoup d'entreprises pour des valeurs très importantes. Alors bien sûr, on a des précédents comme Facebook, WhatsApp, mais à côté de ça, il y a énormément d'affaires, de transactions, au moins aussi importantes pour la concurrence et d'une valeur beaucoup, beaucoup moins. Alors, face à ce constat, nous avons constaté que nous pouvons adapter notre pratique, ajuster notre pratique en ce qui concerne les renvois, afin de pouvoir examiner les concentrations potentiellement anticoncurrentielles impliquant des entreprises à faible chiffre d'affaires, que les autorités nationales aient ou non la compétence d'examiner ces concentrations elles-mêmes. Et comme je vous le disais au début de ces remarques, c'est pas nouveau. En réalité, ça ressort clairement des travaux préparatoires à l'adoption du règlement concentration en 1989, et la Commission l'avait déjà formellement affirmé il y a quelques années. En fait, à quelques reprises dans le passé, grâce au système de renvoi, nous avons pu examiner certaines concentrations renvoyées par les autorités nationales dans le cadre soit de l'article 4, paragraphe 5, soit de l'article 22. Et Anne en a parlé, je n'ai pu suivre malheureusement que la fin de son intervention. Et ces renvois, évidemment, sont un excellent moyen pour la Commission d'examiner les affaires qui, sans tomber sous les seuils de l'article 1er du règlement, peuvent avoir un impact dans le marché intérieur. Mais on a constaté que la pratique actuelle de l'article 22, dont nous avons nous-mêmes, la Commission, par nos recommandations, limité le champ d'application, a un inconvénient majeur, c'est que de très nombreuses opérations qui tombent sous les seuils ont ou sont susceptibles d'avoir un impact sur la concurrence dans le marché intérieur. Et je fais une remarque additionnelle pour vous dire que un certain nombre de ces opérations qui échappent à tout contrôle en Europe sont contrôlées par nos amis américains, par exemple. En ce moment, un exemple de cela dans le secteur digital. Donc, voilà où on en est. Ces dernières années, les évolutions du marché ont conduit à une augmentation progressive des concentrations qui implique des entreprises qui peuvent devenir des acteurs compétitifs de taille sur les marchés en cause,
mais qui génèrent en réalité assez peu de chiffre d'affaires. C'est pas seulement le cas dans la pharma, c'est aussi le cas dans tous les marchés dits à prescription. Pensez aux agences de notation, par exemple. Et puis c'est évidemment le cas, encore une fois, dans le digital. C'est le cas, d'une manière générale, dans beaucoup de marchés où l'innovation est un paramètre important et où effectivement le business model d'Angélique qui a fait référence des innovateurs peut être de se faire racheter rapidement. Et l'intérêt, et on l'a vu dans le passé, des acteurs en place peut être de procéder à ces rachats pour ne pas exploiter ces innovations et protéger leur position acquise. Donc, pas toujours formidablement et massivement favorable à l'innovation. Ça génère aussi un certain nombre d'effets indésirables en fonction des incitations des acteurs en cause. Alors, dans ce contexte-là, comme l'avait annoncé la vice-présidente exécutive Margrethe Vestager, nous souhaitons renforcer l'application de l'article 22 et je dirais simplement abandonner la recommandation que nous avions faite et revenir à l'origine, puisque comme vous le savez, l'article 22 a été créé pour que les États membres qui n'avaient pas compétence puissent demander à la Commission de se saisir d'une offre de concentration. Alors, quels sont nos objectifs? Alors, j'ai commencé à l'expliquer. L'objectif principal de cette nouvelle approche, c'est de remédier à l'un des problèmes qu'on a identifiés au cours de l'évaluation, c'est-à-dire que la Commission doit être en mesure d'examiner les quelques transactions transfrontalières qui pourraient avoir un impact sur la concurrence dans le marché intérieur, mais qui échappent à tout contrôle, qu'il soit national ou communautaire. Et ça, une application renforcée de l'article 22 permet de résoudre ce problème. Alors, puisqu'on est dans un séminaire de droit, faisons un petit peu de rappel. L'article 22, paragraphe 1 du règlement, nous dit que un ou plusieurs États membres peuvent demander à la Commission d'examiner toute concentration, telle que définie à l'article 3, qui n'a pas de dimension communautaire, mais qui affecte le commerce. Pas de règles de compétence nationale dans cet article. Ce que l'article 22, paragraphe 1 établit donc, c'est 3 conditions juridiques pour les demandes de renvoi. L'opération doit être une concentration. L'opération de concentration doit affecter le commerce. Ça renvoie au principe général du règlement. Et puis, l'opération doit menacer d'affecter de manière significative la concurrence sur le territoire du ou des États membres qui font la demande, article 22. Donc, contrairement au seuil objectif fondé sur le chiffre d'affaires énoncé à l'article 1er, l'article 22, en fait, introduit une condition qualitative, et c'est son intérêt, lié aux effets potentiels de la concentration en cause. Alors, le paragraphe 2, deuxième tiré de l'article 22, lui, dispose que tout autre État membre a le droit de se joindre à la demande initiale dans un délai de 15 jours ouvrables après avoir été informé par la Commission de cette demande initiale. Donc l'article 22 énumère de manière exhaustive les conditions juridiques que ces demandes de renvoi doivent remplir en termes de type de transaction, en termes de lien local, à la fois avec le ou les États membres de renvoi et avec le marché intérieur, et puis avec les effets potentiels de l'opération. Mais ce qui est certain, c'est que l'article 22, à aucun moment, n'exige que l'État membre de renvoi soit compétent pour revoir l'opération de concentration au titre de son droit national. Et non seulement ça s'explique par les travaux préparatoires et les débats au Conseil, qui montrent clairement que c'était l'intention du législateur, mais ça contraste aussi manifestement avec l'approche suivie par le législateur en 2004, par exemple, lorsqu'il a établi la possibilité pour les parties à la concentration de demander le renvoi de leur opération à la Commission avant notification aux autorités nationales compétentes. L'article 4, paragraphe 5 du règlement, qui énonce que les parties notifiantes peuvent demander le renvoi d'une concentration qui n'est pas de dimension européenne et qui est susceptible d'être examinée en vertu du droit national de la concurrence d'au moins 3 États membres. Si le législateur avait souhaité soumettre l'article 22
aux mêmes conditions. D'abord, ça aurait rendu éventuellement redondant l'article 4, paragraphe 5, et puis deuxièmement, il avait tout le loisir de le faire en 2004. Et donc, on voit bien que lorsque il y a une exigence juridique que l'opération relève explicitement de la compétence d'un ou plusieurs États membres, c'est expressément indiqué dans le règlement. Et puis l'article 22 reconnaît à la fois explicitement et implicitement qu'une demande de renvoi peut provenir d'un État membre où la notification de la concentration n'était pas requise. Le paragraphe 1, deuxième tiré, dispose qu'une telle demande doit être présentée au plus tard dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la notification, de la date de notification, pardon, de la concentration, ou, et là j'insiste, si aucune notification n'est requise, à compter de sa communication à l'État membre intéressé. Donc, c'est pas seulement implicite, c'est pas seulement par référence aux travaux préparatoires, c'est expressis verbis dans l'article 22, paragraphe 1, deuxième tiré, qu'il est reconnu qu'un État membre dans lequel aucune notification n'est requise peut renvoyer en vertu de l'article 22 une affaire à la Commission. L'article 22, paragraphe 4, quant à lui, dispose qu'il s'agit de l'obligation de suspension, que l'obligation de suspension donc est applicable pour autant que la concentration n'ait pas été réalisée à la date à laquelle la Commission informe les entreprises concernées qu'une demande a été déposée. Et logiquement, cet article 22, paragraphe 4, il n'est pertinent que si l'opération a été légalement mise en œuvre à ce moment-là, et ça présuppose donc que l'opération de concentration n'était pas soumise à une obligation de notification préalable dans un État membre. Donc, on pourrait continuer, mais c'est pas l'objet aujourd'hui, mais toutes ces considérations ont pour objectif, cher Étienne, de vous montrer que la Commission n'a pas changé d'interprétation, la Commission a modifié sa recommandation. Et ça, c'est une donnée importante. Et d'ailleurs, pour être honnête, les termes mêmes de l'article 22, comme les travaux préparatoires, c'est assez peu de place à une autre interprétation. Et c'est la raison pour laquelle la Commission avait formulé une recommandation et pas une interprétation de l'article 22. Vous ne trouverez pas de communication interprétative de l'article 22 nulle part depuis que le règlement concentration est en vigueur. Et encore une fois, nous estimons que la clarification que nous apportons aujourd'hui en abandonnant cette recommandation n'oblige pas les États membres à renvoyer des entreprises, des opérations en dessous de leur seuil. Et elle cesse de leur recommander de ne pas le faire. C'est la seule différence. Une possibilité qu'ils avaient, et qu'à notre sens, ils ont toujours eu. Alors, quelles sont les opérations que nous visons en priorité? Évidemment, en priorité, on doit viser les transactions qui ont échappé au contrôle de la Commission et des autorités nationales et qui sont susceptibles de générer des problèmes de concurrence. Alors, évidemment, on pense aux opérations qui incluent des startups à fort potentiel concurrentiel, qui ne génèrent pas encore de revenus importants, donc qui souvent n'ont même aucun chiffre d'affaires. Et il ne s'agit pas, j'ai parlé des agences de notation, j'ai parlé des agences de notation, au passage, vous avez peut-être remarqué qu'au cours des 20 dernières années, chaque fois qu'une agence de notation de petite taille s'approche un peu de la taille moyenne, une des trois grandes la rachète et ça tombe jamais dans aucun seuil. Est-ce que ça n'a aucun impact sur les marchés sur lesquels ces agences notent? Je ne suis pas convaincu de ça. En tout cas pour un certain nombre de ces transactions. Donc on ne vise pas un secteur en particulier. Ce qui est certain, c'est qu'il y a des secteurs dans lesquels ça va se rencontrer plus souvent. Mais en réalité, c'est susceptible de se rencontrer dans l'ensemble de l'économie, et en particulier partout où il y a des marchés à prescription, c'est-à-dire où le pouvoir de marché ne dépend pas du chiffre d'affaires. Bien sûr, ça ne se fera pas non plus du jour au lendemain. Et je suis certain que je ne peux pas répondre à la moitié des questions que se pose Angélique, parce que maintenant, j'espère qu'on va développer une pratique avec nos collègues et amis des autorités nationales. Et comme moi j'ai eu la chance ou la malchance, parce que ça veut dire que je suis très vieux, d'être là au début du règlement de concentration, on se posait plein de questions qu'on ne se pose plus.
c'est le lot des premières. Quand on est pionnier, il faut défricher le terrain. Et là, il y aura un certain nombre de choses à défricher. On le fera avec les entreprises. Et oui, ça veut dire que les entreprises devront probablement prendre langue avec les collègues des autorités nationales pour expliquer pourquoi, dans la mesure où elles ont le moindre doute, leur opération ne devrait pas faire l'objet d'un renvoi article 22 en dessous des seuils d'examen nationaux. Je pense que ça va grandement améliorer la transparence du marché. Et ne vous y trompez pas, encore une fois, dans les cas qui sont quand même assez fréquents, dans lesquels ces opérations sont notifiées à des juridictions extracommunautaires, de toute façon, je vais vous donner une grande nouvelle, on se parle entre nous. Et donc, on le sait. Et même si on n'a pas d'informations confidentielles par définition, on sait où en est la procédure chez nos collègues, notamment outre-Atlantique, et on sait s'ils ont des doutes ou s'ils n'en ont pas, même s'ils ne nous révèlent pas d'informations confidentielles. Alors, quelles modalités pratiques? Comment les entreprises doivent-elles se préparer? Bon, le premier stade, ça va être cette fois-ci, par contre, d'adopter une communication pour la première fois. Elle sera, je l'espère, adoptée dans les tout prochains jours ou semaines. Et puis, à partir de ce moment-là, collectivement, à Bruxelles comme dans les États membres, d'être à l'écoute des entreprises. Nous avons une longue tradition d'ouverture, de contact informel, à tout moment, afin de savoir si l'opération en cause pourrait éventuellement faire l'objet d'un renvoi en vertu de l'article 22, en dessous des seuils d'examen nationaux. Et d'ailleurs, un certain nombre d'entreprises ont commencé à le faire auprès de nous et auprès de nos collègues des États membres. Alors, Angélique a également mentionné les délais, et là aussi, on devra développer notre pratique. Il ne s'agit pas de pouvoir revoir des concentrations ex post de manière indéfinie. Il faudra trouver un bon équilibre. Je l'ai dit, pour moi, pour une large part, cette communication va clarifier les choses et va lever un certain nombre d'incertitudes pour les entreprises qui étaient liées au fait qu'une recommandation n'a aucune valeur. Donc tout devrait être question d'équilibre et tout devrait être question de proportionnalité, et ça va se développer progressivement dans la pratique des États membres, la pratique de la Commission. On va gérer ça collectivement de manière, j'espère, aussi harmonieuse que possible au sein de l'ECN. Un certain nombre d'éléments pourront être pris en compte pour évaluer l'intérêt à agir de la Commission, l'ampleur du problème potentiel sur la concurrence, si la transaction a déjà été conclue, si d'autres autorités de concurrence ont déjà autorisé l'opération de concentration, ou encore combien de temps s'est écoulé depuis la conclusion de la vente. Donc, au cas par cas, et j'imagine en fonction d'encore d'autres éléments, nous devrons progressivement forger une pratique décisionnelle. Voilà ce que je voulais vous dire par voie de remarque liminaire. Alors peut-être, si Étienne m'y autorise, peut-être quelques réactions pour remercier Olivier avant de redonner la parole à Angélique et à Anne pour avoir leur réaction. Donc c'est important de savoir que la Commission européenne va présenter des lignes directrices prochainement, comme ça vient de nous être annoncé sur ces différents points. Alors il y avait avant qu'Olivier n'arrive, Anne demandait si voilà, cette nouvelle approche était une révolution et pouvait avoir l'impression que nous n'avions pas présenté cette évolution à sa juste mesure. Donc nous sommes convaincus que c'est une évolution importante dans la pratique et que l'un de ses grands avantages par rapport à d'autres options, c'est qu'elle soit ciblée. Parce que si la Commission européenne et nous-mêmes au niveau national, nous avons écarté l'option des seuils de transaction, c'est vraiment pour toutes les raisons qu'a indiqué Olivier, c'est-à-dire avoir toute une série d'opérations qui remontent, mais qui n'ont pas vraiment d'enjeu concurrentiel. Et ça, c'est vraiment ce qu'on veut éviter avant tout, c'est-à-dire créer de la formalité administrative inutile alors qu'on a des moyens limités. Et le bilan provisoire de l'application des seuils de transaction en Allemagne et en Autriche, alors les autorités auront à dire si elles ont attrapé des opérations intéressantes, mais c'est en tout cas que ça crée une grande lourdeur supplémentaire dans le contrôle des concentrations. Donc ça, c'était un point important. Je voulais aussi peut-être aller dans le même sens de ce que disait Olivier sur le fait que l'article 22 a toujours été là et que son interprétation juridique finalement était claire. Pour ajouter aux éléments qu'a rappelé Olivier, je pourrais mentionner aussi la décision TDF-ITAS du début 2020
dans laquelle l'autorité, à propos d'une opération de concentration qui était critiquée comme pouvant constituer un abus, avait rappelé que cette opération sous les seuils aurait pu être renvoyée dans le cadre de l'article 22, alors même qu'elle n'était pas soumise à notification obligatoire en France, mais qu'à l'époque, l'autorité de la concurrence n'y avait pas procédé. Donc voilà, pour compléter encore le panorama juridique, c'est important de bien préciser qu'on est face à un texte qui est là, qui est applicable, et qu'il y a simplement, comme ça arrive souvent dans le cadre du réseau européen de concurrence, un ajustement des pratiques recommandées ou pas par les uns et par les autres, mais je ne sais pas si moi-même j'aurais osé dire, comme Olivier, que ça renforçait encore la sécurité juridique que de suivre cette nouvelle interprétation, mais je prends note de cet argument pour l'utiliser le moment venu. Alors donc, je ne sais pas si Étienne de son côté veut faire quelques commentaires et puis ensuite on passera la parole à Angélique et à Anne peut-être pour avoir leur réaction dès à présent. Alors effectivement, je vais reprendre juste pour, mais très rapidement parce que en fait, on va surtout passer la parole à Anne Waxman et Angélique Debrousse qui doivent reprendre ensuite quelques éléments sur comment ça va modifier la pratique des conseils et des entreprises. Je signale également qu'on a déjà reçu une dizaine de questions, donc on a prévu un temps pour répondre à la fin aux questions de l'audience, donc j'en sélectionnerai quelques-unes en fonction du temps qui nous restera. Et je vais donc tout de suite passer la parole, je pense, à Angélique et Anne, pour vous demander alors cette approche nouvelle ou le retrait de ces recommandations, comment est-ce que ça va modifier les choses en pratique? On sait bien qu'on est au début de cette ère, on est au début d'une pratique décisionnelle qui doit encore se construire, donc forcément certaines questions sont encore un peu floues et ce sera au fil de la pratique adoptée par les autorités nationales et par la Commission qu'elles se résoudront. Mais comment, concrètement, pour vous, est-ce que ça change les choses, compte tenu notamment de ce que Olivier Garçon vient de signaler sur la manière dont la Commission envisage cette utilisation? Je vais commencer et merci beaucoup pour nous donner l'opportunité de réagir, évidemment. Alors, moi, j'aurais tendance à penser un peu comme Anne, qu'on parle un peu d'une révolution ici. Alors, et peut-être pour placer le débat, je pense que c'est important ici de rappeler que la position des entreprises est très différente de la position des autorités. Les autorités ont pour but de capturer certaines transactions et au final, je pense qu'effectivement, j'entends parfaitement Olivier sur ce point, l'idée c'est de ne pas aller capturer des centaines d'opérations. Le problème, c'est que du côté des entreprises, la situation est très différente parce que finalement, n'importe quelle transaction va devoir faire l'objet d'un examen préliminaire au sein des entreprises en vue d'évaluer le risque de renvoi, tout bonnement, sachant qu'il va y avoir une appréciation du risque de renvoi et ensuite, ça va avoir aussi un impact sur les conditions de la transaction, les conditions precedent dans les contrats, le timing pour le closing, tout ce genre de choses. Et peut-être que Anne voudra rentrer sur ces modalités, revenir sur ces modalités pratiques elle-même. Moi, ce que je voudrais juste dire très rapidement ici, parce que je pense que c'est important aussi de pouvoir couvrir les questions qui ont été soulevées, c'est que de toute évidence, le choix est fait. Il n'y a pas vraiment d'argumentation maintenant pour les entreprises pour revenir en arrière. Il semble clair que et les autorités et la Commission se sont mis d'accord que ce serait la voie pour couvrir cette perception, en tout cas, de enforcement gap. Donc maintenant, quelles sont les questions qui se posent? C'est comment rétablir au mieux l'insécurité juridique pour les entreprises. Et là, je pense qu'il y a, enfin, j'ai 4 points, j'en ai beaucoup plus, mais là, je vais soulever uniquement ces 4 points. Je pense que du point de vue des entreprises, ce qu'il faudrait, c'est clarifier au mieux comment est-ce que les autorités vont appliquer les fameux critères de l'article 22, de façon à ce que ce soit facile pour elles d'anticiper finalement si une transaction n'entre pas dans cette zone de risque finalement, qui est une zone de renvoi. Donc c'est important que ces critères soient qualifiés et qu'ils soient clarifiés dans les fameuses guidelines, j'espère, de la Commission. Alors,
effectivement, il y aura une pratique décisionnelle, mais ça risque de prendre du temps et ça ne résout pas forcément les questions des entreprises a priori quand elles sont en train de regarder une opération en particulier. Ça, c'est le premier point et je pense que c'est important de définir ces critères aussi afin d'assurer la cohérence dans l'approche des différentes autorités quant à l'application de ces critères. Parce que si vous avez des autorités qui considèrent que toutes les opérations sont susceptibles, j'exagère évidemment, hein, mais toutes les opérations sont susceptibles d'affecter la concurrence sur leur territoire et d'autres non, on va se retrouver en tant qu'entreprise à faire face à des informations préliminaires si on veut se prémunir contre ce risque et une machine à gaz, hein, tout simplement, parce que une fois que vous ouvrez la porte, qu'est-ce que vous notifiez, qu'est-ce que vous donnez comme information aux autorités pour qu'elles puissent prendre position? On se retrouve encore une fois à une sorte de pré-notification avec parfois des éléments, quand on parle de pipeline, quand on parle de produits innovants, des éléments qui ne sont pas forcément à la disposition des entreprises. Et là-dessus, juste un point, tout à l'heure, on a parlé de l'avantage si on est plaignant et que ça peut jouer dans les deux sens. Ce qu'il faut aussi voir, c'est qu'on n'est pas toujours l'acquéreur, on peut être aussi le vendeur. Et parfois, on n'a aucune idée en tant que vendeur de ce qui se trouve dans le portefeuille de l'acquéreur, de comment une opération va pouvoir faire l'objet d'un renvoi potentiel. Et pour un vendeur, ça peut être aussi très difficile de se prémunir contre ces risques. Donc le deuxième point, ensuite, c'est moi, une solution que je pourrais envisager pour essayer de rétablir cette sécurité juridique, ce serait d'avoir un système effectivement de coordination. Donc Olivier a précisé que la Commission et les autorités échangent régulièrement dans le cadre de l'ICN. Je sais qu'il y a aussi un mécanisme au sein de l'Association des autorités de concurrence, l'ECA, qui est mentionné d'ailleurs en footnote dans la communication sur les renvois. Donc s'assurer qu'il y ait peut-être, je ne sais pas, peut-être un comité au sein de l'ICN ou de l'ECA qui permettrait une analyse, rétablir une sorte de one-stop shop ou un système qui permette en fait à toutes les autorités de se mettre d'accord si une opération est susceptible de renvoi ou pas. Et ça permettrait aux entreprises d'obtenir une forme de confort, sachant que, encore une fois, hein, elles ont ce dilemme d'aller de leur propre volonté voir les autorités. Si elles doivent aller voir 27 autorités individuellement pour savoir s'il y a un risque de renvoi, ça crée une charge énorme sur les sociétés. Donc là, la question, c'est est-ce qu'il y aurait un comité éventuellement au sein de l'ICN ou de l'ECA qu'on puisse aller consulter en tant que société, ou alors est-ce qu'on pourrait aller voir tout simplement la Commission européenne directement pour demander si c'est le type d'opération que la Commission européenne serait intéressée d'accepter en cas de renvoi. Donc en fait, on n'irait pas voir les États membres, on irait voir directement la Commission en disant si jamais une autorité prend l'initiative de vous renvoyer cette affaire, est-ce que la Commission, vous pouvez nous donner un certain confort que c'est une opération que vous n'allez pas regarder en détail et qu'on peut donc arriver à un closing sans avoir cet aspect de Damoclès. Je crois que le troisième point qu'il faut clarifier, Olivier l'a mentionné aussi, ce sera effectivement une limite dans le temps, dans le cas où l'opération a fait l'objet d'un closing. Donc, je vais prendre un exemple assez extrême. Et bien sûr, je m'attends à une réaction assez forte de la part des autorités et je veux bien croire que ce n'est pas du tout le but de cette réforme, mais imaginons par exemple une société, je ne vais pas prendre le secteur pharma, je vais prendre le secteur digital, une société qui acquiert une technologie qui lui permet, au bout de 2-3 ans de développement, de développer un produit qui lui donne un avantage concurrentiel particulier, qui lui permet, je ne sais pas, d'accumuler des datas à un tel point que ces pratiques font l'objet de l'attention d'autorités de la concurrence. Donc, admettons que la France, qui est toujours particulièrement active, s'intéresse à cette affaire, envoie un questionnaire préliminaire en vue éventuellement d'ouvrir une procédure à but de position dominante, 102, en demandant des informations et en demandant, voilà, cette technologie, est-ce qu'elle a fait l'objet d'une acquisition ? Et là, l'entreprise répond que oui. Donc, vous avez l'élément qui est la prise de connaissance de l'autorité. Est-ce que l'autorité, dans ces cas-là, pourrait, en théorie, renvoyer l'affaire à la Commission européenne, on est 3-4 ans plus tard, qui pourrait demander une notification
et remédier à ce problème avec le système qui lui est offert du droit des concentrations, une demande de remède, éventuellement une vente des actifs ou de la technologie considérée des années après l'acquisition. Donc, je sais que ça peut paraître un peu extrême, mais ça paraît pas complètement. Excusez-moi, Angélique, Oui, j'ai terminé de toute façon. Voilà, c'est juste peut-être qu'on va passer la parole à Olivier déjà pour qu'il fasse une première série de réponses, parce que je crois qu'Olivier a une contrainte horaire sous son contrôle. Il me semble qu'il doit nous quitter à 12h30, c'est ça? Tout à fait exact. Voilà, donc peut-être ce que je propose, c'est si Anne en est d'accord, c'est qu'on demande déjà à Olivier de répondre à cette première série de questions assez nombreuses. Et puis voilà, on verra après si Anne en a encore dans son chapeau, mais on aura sans doute. Donc Olivier, la parole est à vous. Merci beaucoup Isabelle. Bon, peut-être sur le dernier point, il y a évidemment une question de proportionnalité et moi je n'ai aucun doute. D'abord, je suis pas certain que ça serait compatible avec le délai des 15 jours ouvrables, etc., l'exemple que vient de citer Angélique. Et deuxièmement, je suis à peu près certain que si nous prenait l'idée d'aller demander une notification et plus encore interdire une opération 3, 4 ou 5 ans après qu'elle se soit produite au titre des faits qui se seraient matérialisés à un si long délai, j'ai quand même assez peu de doute que si cette idée nous prenait ce qui n'arrivera pas, le juge communautaire nous ramènerait à la réalité quand même assez rapidement. Donc restons dans le domaine des problèmes qui existent, qui sont susceptibles de se poser. Ils sont assez nombreux pour que ça suffise à nous occuper, sans en inventer dès qu'ils n'ont aucune chance de se produire. Alors, Angélique a dit le choix est fait, il n'y a pas eu de consultation, etc., etc. Mais encore une fois, j'y reviens. L'interprétation de l'article 22 par la Commission, et c'est pas seulement une rationalisation ex post, on l'a écrit, n'a pas changé. La Commission a toujours pensé que les États membres avaient le pouvoir, parce que c'est la ratio legis de l'article 22, de demander à la Commission de se saisir d'une affaire, alors même qu'ils n'ont pas de compétences. Alors, je sais ce que vous allez me dire, ah oui, mais ça a été mis à la demande des Hollandais, avec l'appui d'un certain nombre d'autres, à l'époque où ils n'avaient pas de droit de la concurrence, et maintenant ils en ont un. C'est tout à fait exact. On a fait 2 révisions du règlement depuis, et les 2 fois, à une époque où tous les États membres, sauf le Luxembourg, avaient un contrôle des opérations de concentration avec notification préalable. Et les 2 fois, les États membres n'ont pas jugé utile de modifier l'article 22. Il doit quand même y avoir une raison. Et donc, je reviens là-dessus parce que c'est important. Ce que nous avons fait, ce n'est pas de changer d'interprétation. Il n'y a qu'une interprétation possible, et nous l'avons toujours dit et écrit. Nous avons décidé de cesser de recommander aux États membres de ne pas utiliser cette possibilité. Et nous n'avons pas consulté largement quand nous avons fait la première recommandation, et nous n'avons pas consulté largement non plus lorsque nous avons décidé de l'abandonner. Simplement, la commissaire l'a annoncé assez longtemps à l'avance. Elle l'a maintenant annoncé il y a 6 mois, et il n'y a toujours pas de communication interprétative. Ça m'amène à un point qu'a fait Jacques Philippe sur le chat, qui est « Ah oui, mais en fait, vous allez vous saisir d'une opération avant même d'avoir publié une communication interprétative. Est-ce que vous n'en craignez pas la confiance légitime ?» Alors, à mon sens, absolument pas. Pour tout un tas de raisons, je ne vais pas entamer cette discussion maintenant, mais au moins pour une, c'est que l'opération en question a été finalisée après que la commissaire ait annoncé que la Commission avait l'intention de changer son interprétation, sa recommandation. Et par conséquent, il n'y avait aucune confiance légitime. Il n'y en avait déjà pas avant, puisqu'une recommandation, c'est une recommandation, et par définition, les États membres peuvent s'en affranchir. Et il y en a encore moins après, puisqu'on annonce qu'on a l'intention de l'abandonner. Donc, par conséquent, Jacques Philippe, je sais que ce cas est cher, mais je crains que ce moyen ne soit pas acceptable pour nous. Ceci dit, un jour ou l'autre, peut-être plutôt un jour que l'autre, des partis, je suppose, attaqueront devant les tribunaux
européen un renvoi de l'article 22 sous les seuils de notification nationaux, et à ce moment-là, le juge communautaire aura tout le loisir de préciser sa pensée sur la question. Pour ce qui concerne le point de l'information, qui est un point important, qu'a fait Angélique, de l'information dont doit disposer l'État membre pour pouvoir formuler la demande. Bon, il va falloir, ça va s'affiner avec la pratique, mais je dirais qu'à minima, si le système juridique de l'article 22 a une cohérence, je crois qu'il en a une, on peut penser, dans une interprétation pas trop conservatrice du droit, que les informations contenues dans l'invitation envoyée aux États membres en application de l'article 22, paragraphe 5, constituent un bon benchmark des informations minimales nécessaires. Enfin, on est sûr que ces informations, en tout cas, sont au-dessus du minimum nécessaire pour que les États membres se prononcent, puisque c'est sur la base de ces informations-là que la Commission demande aux États membres de prendre une position. Je crois que j'ai fait le tour des questions, je l'espère. Absolument, absolument. Et donc, ce que je propose maintenant, c'est de redonner la parole à Anne Waxman, qui a elle aussi 2-3 questions. Et j'y ajouterai une sélection de 2-3 questions reçues par différents canaux. Vous avez déjà répondu à une question qu'on avait reçue de Jacques-Philippe Guinter, mais on va en prendre 2-3 autres. Donc, Anne, alors peut-être avant de passer la parole à Anne, désolé, peut-être juste un point sur les demandes de confort, parce que je crois que Angélique avait demandé voilà, que doit faire une entreprise, aller se signaler auprès de l'autorité nationale de concurrence au risque d'attirer son attention sur une opération et donc de créer le problème qu'elle voulait éviter, ou bien s'adresser à la commission, ou bien encore à une sorte de comité issu du réseau européen de concurrence qui serait un one-stop shop. Je crois que ça fait partie des points qu'il faudra affiner au-delà des lignes directrices. Clairement, un dispositif aura vocation à se mettre en place, mais je pense qu'il y a au-delà du travail d'analyse que fera l'entreprise pour savoir si elle est potentiellement en risque, elle ne devra venir s'approcher de l'autorité nationale ou de la commission que si elle rentre déjà dans la checklist qui ressortira des lignes directrices. Donc, par exemple, imaginons le cas d'une entreprise dominante qui rachète un de ses derniers concurrents. Voilà. L'idée, c'est à la fois dans les lignes directrices de la commission et peut-être dans les indications que donneront les autorités nationales de concurrence en fonction de leurs priorités propres, de définir au moins des catégories qui sont sensibles. Et après, voilà, pour que nous puissions répondre à une demande de confort, il faut qu'a priori l'entreprise soit dans cette catégorie sensible. Il n'est pas question de donner un brevet du fait qu'on n'appliquera pas la procédure si on est complètement en dehors des cas de figure visés pour cette procédure. C'est juste le point que je voulais préciser parce que c'est une question qui revient régulièrement. Anne, excusez-moi, la parole est à vous. Non, je t'en prie. C'est très important ce point, notamment pour la question, c'est vraiment comment faire courir ce délai de 15 jours. J'irai le clôturer. Donc, vraiment quelques remarques très très rapides. Très pragmatique, il va falloir qu'on s'adapte contractuellement à cette nouvelle donne. Ça veut dire que les conditions suspensives dans les contrats ou les SPA vont devoir être modifiées. Alors, pour mémoire, l'article 22 figurait toujours en bonne place dans les conditions suspensives, mais c'était l'article 22 dans la situation où on remplissait les seuils dans un État membre, pas le nouvel article 22. Et donc une condition suspensible, elle a vocation à être levée. Donc l'événement par lequel une entreprise va pouvoir faire courir les 15 jours dans une situation où elle estime qu'il y a un risque d'article 22, je pense reste à définir. Alors on est tout cela pour faire preuve d'imagination, mais c'est un élément très important dans les transactions pour pouvoir mettre en œuvre le closing. Donc il y a un impact sur les conditions suspensives, il y a un impact aussi sur la notion de date limite pour laquelle une transaction peut être mise en œuvre. Donc les long stop dates vont devoir également être adaptés, parce qu'il va falloir prendre en compte un risque éventuel de renvoi article 22 en dessous des seuils. Et voilà, j'aurais été très rapide. Je pense qu'il y a pas mal de choses à prendre, alors une fois n'est pas coutume, auprès de nos amis britanniques, et notamment auprès du régime de la CMA. Je dis pas ça parce que je suis dans un cabinet anglais, mais comme vous le savez, en Angleterre, le régime est volontaire, ce qui veut dire que les entreprises font une auto-évaluation
et décide ou non de notifier. Et donc la CMA a la possibilité de faire une évocation des cas, un call-in, d'affaires qui n'ont pas été notifiées. Donc on se retrouve un petit peu dans ces situations-là, dans un cas d'article 22 en dessous des seuils. Et donc il y a toute une série de mécanismes, alors certains qui sont extrêmement dérogatoires, y compris des injonctions de défaire en cas de closing, hein, parce que du coup l'autorité anglaise est confrontée à cette situation, non pas fréquemment, mais c'est déjà arrivé. Et vraiment donc là, il y a notamment des exemples de conditions suspensives avec des demandes de confort auprès de l'autorité où il y aurait un éventuel nexus. Parce que là aussi, la difficulté qu'a soulevé Angélique, c'est que nous, on est ravis d'aller voir l'autorité de la concurrence en essayant de pas trop la surcharger, mais s'il faut aller voir toutes les autres autorités, c'est quand même un peu plus compliqué à faire. Et en tout cas, pour conclure, moi je pense que maintenant se met en place un régime qui est double, c'est-à-dire qu'il y a un régime de contrôle des concentrations obligatoires quand vous remplissez les seuils, alors les seuils nationaux, les seuils européens, avec les mécanismes de renvoi, et vous avez un système en dessous des seuils qui aboutit à un système de notification volontaire, où finalement les entreprises, alors en espérant avec des critères affinés, évaluent leurs risques et vont voir ou non, soit les autorités nationales, soit la Commission européenne. Mais on est passé dans un système de volontariat, donc c'est aussi dans le sens, pour ça que je parlais de révolution, parce qu'on n'est pas du tout habitué à ce système-là. Alors en France, il était en vigueur il y a très longtemps. Je l'ai connu, donc moi aussi je suis assez vieille, comme disait Olivier. Mais en tout cas, avant 2001. Mais en tout cas, il y a cette articulation, et je crois que ce qui est important aussi pour tous les praticiens et les entreprises, c'est d'appeler, de nommer les choses correctement, et que ce système entre guillemets de volontariat doit faire partie peut-être du vocabulaire et de l'interprétation des autorités. Merci. Alors avant de repasser la parole à Olivier pour ces 3 questions, j'en ajouterai 3, enfin, qui sont issues des nombreuses questions qu'on a reçues sur la plateforme YouTube ou par mail. La première, enfin, il y a 2 questions concernant la future communication de la commission qui risque d'arriver dans quelques jours, on a compris. Est-ce que dans un esprit de prévisibilité, il est prévu de cibler des secteurs ou des conditions objectives du type part de marché, nombre de concurrents? Une autre question qui nous a été posée, c'est est-ce qu'il y a une consultation publique qui sera prévue sur cette communication? Et enfin, j'en ajoute une troisième et je vous passe la parole, cher Olivier. Comment a-t-on prévu de gérer des procédures parallèles si jamais la Commission accepte un renvoi à l'article 22, mais que par ailleurs d'autres États membres ne se sont pas joints à l'article 22 et sont compétents pour l'examiner à leur propre niveau national? Voilà, La dernière question, c'est la plus marrante, évidemment. Et j'ai pas de vraie réponse. Je vois que j'ai pas réfléchi encore à ça. Je suppose qu'on ne pourrait pas invoquer la primauté du droit communautaire. Et donc, j'imagine qu'on aurait la coexistence d'un examen par la Commission pour les États membres qui ont renvoyé et d'un examen national pour les autres qui impliquerait un peu de coordination. Mais c'est pas très très différent de ce que vous connaissez lorsque vous avez plusieurs autorités de concurrence nationales saisies et qu'il n'y a pas de renvoi à la Commission. Conceptuellement, c'est pas très différent. Bon, la décision de faire ou non une communication n'appartient pas au directeur général de la concurrence. Je vais vous dire un grand secret. C'est une décision qui relève du collège des commissaires. Et donc, c'est le collège des commissaires qui décidera si et quand il convient de le faire. Ce que je peux vous dire, c'est que le directeur général de la concurrence estime que ce serait souhaitable et donc en prépare une à toutes fins utiles, afin que éventuellement le collège, dans sa sagesse, puisse l'adopter. Et non, nous n'avons pas prévu de consulter sur cette communication interprétative. Pourquoi? Parce que en fait, elle démarre un processus. Et sur cette base-là, je l'ai dit tout à l'heure dans mon intervention liminaire, on va commencer à voir ce qui marche pas, et potentiellement assez rapidement, on va la réviser à la lumière de l'expérience. Vous savez, je suis beaucoup plus vieux qu'Anne Wachman, donc j'ai connu
j'ai connu le régime des concentrations de la loi de 1977. Donc, je veux dire, pas longtemps, mais quand même. Et, et, et au début, en tout cas, j'ai très bien connu les débuts du règlement concentration. Et au début du règlement concentration, d'abord, on a pris très peu de communication interprétative parce qu'on n'avait pas de pratique décisionnelle. Donc, on a fixé ce qu'on pensait être raisonnable comme grands objectifs pour donner de la clarté au marché. Et puis ensuite, on les a révisés assez rapidement dès qu'on a eu assez de pratique décisionnelle, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait des choses qui ne marchaient pas, qu'il y avait des choses qui devaient être précisées. C'est pareil, là. On défriche. Donc, on va essayer de donner une structure, en tout cas si le collège le veut, afin de démarrer ce processus sur une base un peu transparente pour tout le monde. Et puis, en collaboration intensive avec les collègues des États membres, on va voir assez rapidement ce qui fonctionne pas, etc. Alors, sur les points inspiration CMA, les points qu'a fait Anne. En fait, moi j'ai tendance à penser, bon, c'est pas faux. En fait, les entreprises qui veulent se prémunir contre de l'insécurité juridique, qu'est-ce qu'elles ont intérêt à faire? Elles ont intérêt à faire une communication aux autorités de concurrence. Hein, puisque l'article 22 prévoit un délai de 15 jours ouvrables après la communication. Évidemment, quand il n'y en a pas, ce délai il court indéfiniment. Et donc, ça crée un système dans lequel il y a une incitation forte pour les entreprises à informer de manière succincte mais transparente, sauf si vraiment elle n'a aucun doute que pas la moindre autorité de concurrence pourrait avoir l'idée saugrenue de venir s'intéresser à leur cas, mais sinon à faire une information pro forma des autorités de concurrence. Et de nos jours, comme elles parlent à peu près tout en l'anglais, c'est peut-être pas si compliqué que ça. Donc ça c'est la première chose que je voudrais dire. Et la seconde, c'est que certainement on a beaucoup à apprendre de la pratique du CMA, bien qu'elle ne soit pas complètement analogue, comme Anne l'a dit, puisqu'ici c'est pas un régime de notification volontaire. C'est un régime dans lequel les autorités de concurrence, lorsqu'elles estiment qu'il y a une potentialité d'atteinte à la concurrence dans le marché intérieur, ont la capacité de demander à la Commission de se saisir du dossier. C'est assez différent. Donc encore une fois, pour moi, on rentre dans un domaine dans lequel je ne crois pas du tout qu'on va créer une charge insurmontable, etc., etc. Je crois que pour très grand nombre de transactions, soit ça ne nécessitera pas d'action de la Commission, de la part des entreprises du tout, soit ça nécessitera qu'ils fassent une information assez succincte sur l'opération de l'autorité de concurrence, et puis 15 jours après, ils sauront que ça n'intéresse personne. Ils seront tranquilles. Donc je ne vois pas d'aussi grands problèmes que ceux que j'entends, mais bon, c'est le propre des débats juridiques au début de nouvelles aventures comme celle-là, que le propre d'un juriste, c'est de voir des problèmes partout, parce qu'ensuite, ça lui permet de facturer des solutions super intelligentes pour les résoudre. Bon, alors, je sais pas si Anne, vous estimez qu'Olivier a suffisamment répondu à vos différents points. Je dois dire que du point de vue de l'autorité, vous l'aurez compris, on accueille, on a déjà dit publiquement plusieurs fois qu'on accueillait la fin de cette recommandation avec beaucoup d'intérêt, et on s'est mis on a mis en place un petit système de veille interne pour pouvoir assez rapidement proposer de premiers cas à la Commission, même si on comprend que la Commission, de son côté, a elle aussi, bien sûr, le pouvoir d'inviter les États membres à le faire. Donc, quand on parle de quelles sont les opérations ciblées, il y aura celles que la Commission décide d'inviter les États membres à renvoyer, mais il y aura aussi ce que les autorités nationales, chacune de leur côté, et on peut espérer que ce sera à peu près les mêmes, on la voit elles-mêmes pour inciter. Alors, comme on arrive au bout de notre temps et que c'est que Olivier Garçon a une contrainte forte, donc ne peut pas le dépasser, il me reste à remercier nos intervenants.
de ce débat extrêmement riche et vivant, avec beaucoup d'interventions et beaucoup de questions. On n'a pas pris toutes les questions de l'audience, mais je pense qu'on a répondu suffisamment pour qu'il y ait au moins une bonne vision de ce que sera cette nouvelle application de l'article 22. Peut-être avant qu'Olivier n'ait un mot de la fin, le débat commence et voilà, les mois qui viennent vont permettre de préciser certaines questions. Par exemple, au niveau national, nous avons prévu une rencontre avec la PDC sur l'article 22 et beaucoup de questions nous ont été transmises dans ce cadre. Donc voilà, je crois que d'ailleurs toutes ces questions, elles ont vocation plutôt à être traitées par des cas pratiques. Finalement, c'est souvent la meilleure façon de les résoudre de façon un peu théorique et avant qu'on ne soit confronté à tel ou tel dossier. Donc, je crois aussi qu'il faut, d'une part, modérer les inquiétudes. Enfin, c'est tout à fait légitime parce que, comme par exemple l'a rappelé Anne Waxman, ça peut conduire à modifier les processus de préparation des opérations de concentration pour les entreprises. Et donc, on est sur quelque chose de systémique, au moins dans cette dimension clause contractuelle, etc. Je crois qu'il faut rappeler ensuite qu'il s'agit quand même d'un dispositif qui vise certains buts bien particuliers. Et donc ça sera important que ces buts soient bien compris pour que les entreprises puissent faire ce travail d'anticipation. Je crois que le parallèle qui a été fait avec la CMA est effectivement important, à la fois parce que la CMA connaît cette cellule de veille qui surveille les opérations significatives que la CMA va regarder de près, puisque finalement elle en regarde assez peu chaque année. Et il y a également un mécanisme qui permet aux entreprises qui voient des opérations qui peuvent les impacter de les signaler à la CMA. Donc comme je le disais tout à l'heure, il y a aussi cette autre dimension d'une entreprise qui voit une opération se faire et qui ne la voit pas forcément d'un bon œil, de venir signaler à l'autorité que peut-être qu'elle devrait regarder de plus près telle ou telle opération, de même que ça peut être, je dirais, d'autres parties prenantes que les entreprises. Pour prendre par exemple l'affaire Google Fitbit, il y a eu beaucoup de parties prenantes qui se sont exprimées sur cette opération qui n'étaient pas forcément des entreprises, mais voilà, des tenants de telle ou telle catégorie d'intérêt. Donc, on est au début d'une belle aventure et en tout cas, je crois qu'à la Commission comme à l'autorité de la concurrence, on est vraiment prêt à la fois à rassurer les uns et les autres au-delà des inquiétudes parfois fortes, mais on est vraiment convaincu qu'il y a un besoin, voilà, qu'on ne fait pas ça, cette nouvelle approche pour le plaisir de compliquer la vie des entreprises, mais vraiment parce qu'il y a une nécessité d'aller regarder de plus près certaines opérations qui posent réellement des questions. Et voilà, on ne peut pas imaginer que, par exemple, une opération comme Facebook, WhatsApp n'ait pas été examinée par un regard d'autorité de concurrence et on veut éviter que ce type d'opération se reproduise demain. Donc, je vais peut-être passer la parole à Olivier pour le mot de la fin, s'il souhaite nous délivrer un dernier message. Oh oui, merci Isabelle. Moi, non, je voudrais juste dire, évidemment, je m'associe à tout ce que tu viens de dire, mais ce qui est important, c'est qu'on a également regardé toutes les autres possibilités pour adresser ce problème. Et elles sont toutes, sans exception, plus problématiques pour les entreprises. C'est clair. Là, en réalité, je pense que après une petite période de rodage, notamment avec peut-être des systèmes de communication succinctes et systématiques, pour celles qui rentrent, encore une fois, tu as raison de le préciser, dans les finalités. Quand même 90% ou 95% des opérations, c'est clair depuis le début qu'elles n'ont aucune chance d'être renvoyées en article 22. Donc, c'est pas la peine de se préoccuper. Et c'est un peu le boulot des avocats de faire cette détermination. Et pour les 5 à 10% qui restent, il y en aura encore une infime minorité qui va, à la fin, potentiellement être renvoyée. Donc, on parle d'un système qui est le plus économique possible pour attraper ces quelques cas. Il n'y a aucun système quantitatif qui permet de faire ça sans coût massif. Ces quelques cas qui ne rentrent dans aucun seuil quantitatif raisonnable et qui potentiellement ont des impacts très importants sur le jeu de la concurrence. C'est de ça dont on parle. Et d'ailleurs, tellement important que souvent, alors même que les marchés sont mondiaux, et c'est le cas de l'opération dont parlait Jacques Philippe, ces opérations sont sous examen dans d'autres juridictions. Et nous, en Europe, on aurait été les seuls qui ne pouvaient pas les regarder. Et donc, nous avons estimé que, en plus, on avait un outil à disposition qui était là, qui, encore une fois, le permettait depuis toujours. Et nous avons décidé de l'activer, et maintenant, il va falloir l'activer ensemble d'une manière raisonnable et économe de moyens, afin qu'il génère le moins possible de travail et de charges supplémentaires dans le chef des entreprises. Et j'attire votre attention sur le fait que de toute façon, on aurait pris une mesure
pour se saisir de ces quelques cas. Et toutes les autres possibilités que nous avons évaluées, je serais très content d'être contredit, représentent une charge infiniment plus importante pour les entreprises. Voilà, je vous remercie. Merci Olivier, merci Étienne d'avoir accepté d'animer ce débat. Merci à Angélique et à Anne. Je pense qu'on aura d'autres multiples conférences pour parler de ce sujet qui n'est pas fini. Et de notre côté, on aura d'autres rendez-vous à Téchel d'ici l'été, sans doute un consacré au DMA et un autre consacré aux syndicats professionnels. Donc, je vous donne rendez-vous pour de nouvelles aventures très bientôt.